Bonjour à tous. J'ai lu quelque part qu'à l'âge de 30 ans, votre épargne devrait représenter l'équivalent d'une année de salaire. C'est une affirmation qui pourrait déprimer de nombreuses personnes qui ont actuellement besoin de travailler tous les jours pour vivre. Small Capital is Big est un livre écrit par Sophia Macias qui vous invite à créer une vie financière plus saine qui vous permet d'épargner et d'investir afin d'augmenter vos revenus actuels, indépendamment du fait que vous soyez trop jeune ou trop vieux. Dans cette vidéo, je vais partager 7 leçons tirées du livre pour vous aider à améliorer vos finances. Chapitre 1. L'épargne. Vous êtes probablement ce type de personne qui, à la fin du mois, a dépensé plus qu'il n'a gagné. Même après avoir réussi à augmenter vos gains, pour une raison ou une autre, vous ne parvenez pas non plus à épargner. L'incapacité à épargner n'a rien d'étrange. En fait, elle est très courante. Il semble que ce soit une tâche impossible à accomplir. Mais quelles sont les causes de ce problème? Selon l'auteur, les causes sont psychologiques et émotionnelles. Par exemple, vous vous sentez excité à l'idée de gagner votre propre argent et vous croyez que vous êtes libre de dépenser. Vous vous convainquez que vous ne pourrez épargner que lorsque vous gagnerez plus d'argent. Vous augmentez votre plafond de référence et au lieu de dépenser 30 $ pour un cadeau, vous dépensez 100 $. Vous percevez l'épargne comme un sacrifice et non comme un investissement en vous-même. Vous confondez besoin et désir. Demandez-vous, est-ce que je le veux ou est-ce que j'en ai besoin? Bien souvent, nos achats sont dus à des désirs créés artificiellement. Nous nous enthousiasmons facilement pour la campagne de marketing d'une entreprise. On se laisse facilement emporter par les offres ou les promotions dans les magasins. La plupart du temps, il s'agit d'offres trompeuses, où elles ne sont créées que pour inciter à l'achat et augmenter la consommation. C'est ainsi que vous vous retrouverez facilement à acheter quelque chose juste parce que l'annonce d'une réduction de 40% vous a attiré, tout comme un certain sifflet attire votre animal de compagnie. Tout cela représente évidemment un sérieux problème et rend l'épargne difficile. Et comment le résoudre? Solution numéro 1, arrêtez de remettre à plus tard. La première erreur consiste à attendre de tout dépenser et d'économiser ce qui reste. Si vous êtes de ceux qui veulent attendre jusqu'à la fin pour épargner, juste au cas où il resterait de l'argent, voici ce qui se passera. Vous augmenterez certaines dépenses, votre train de vie sera mystérieusement plus élevé, une urgence surviendra ou le commun « Oh, j'ai encore de l'argent, je mérite d'acheter ceci ou cela ». L'auteur recommande de séparer le montant que nous nous sommes proposés d'épargner dès le moment où nous recevons l'argent. Solution numéro 2. Prenez le mois où je le dépense. Si vous êtes ce type de personne, passez un accord avec une autre personne dans lequel vous êtes obligé d'épargner. Par exemple, dites à votre patron de vous aider. De nombreuses entreprises offrent la possibilité de déduire une partie de votre salaire pour la déposer sur un compte épargne. Vous pouvez aussi conclure un accord personnel avec votre patron pour qu'un certain montant soit déposé sur un autre compte à une certaine échéance. Demandez à votre banque d'autoriser un prélèvement automatique qui sera déposé sur un autre compte ou sur un fonds de placement. Chapitre 2. Des objectifs solides et spécifiques. Si vous voulez que votre plan d'épargne fonctionne, vous devez vous fixer un objectif précis, un certain montant, une certaine durée, et préciser comment vous allez l'atteindre et comment vous allez l'investir. Vous pouvez fixer des objectifs financiers à l'aide d'un tableau comme celui-ci. Lorsque vous fixez un objectif financier, n'écrivez pas « devenir riche » ou « devenir millionnaire ». Soyez précis. Écrivez le montant exact de la dette que vous voulez payer, écrivez le prix de ce que vous voulez acheter ou l'argent que vous voulez économiser pour investir. Fixez des délais à court, moyen et long terme avec des dates. Et écrivez l'explication de la manière dont vous allez atteindre votre objectif financier. Tout ce que vous écrirez sera un engagement envers vous-même. Chapitre 3. Où va l'argent? Dans ce chapitre, l'auteur vous encourage à créer un équilibre entre les dépenses et les revenus. Bien que cela puisse sembler fastidieux ou ennuyeux, un équilibre vous aidera à réparer le désordre financier. Si vous n'avez aucune idée de votre véritable capacité d'épargne, avec un équilibre, vous la verrez clairement. Commençons par les revenus. L'idéal est de suivre vos revenus chaque mois.
Cela peut varier considérablement pour les entrepreneurs, mais peut être plus facile pour les employés. Les dépenses, selon l'auteur, vous pouvez organiser vos dépenses de deux manières différentes. Selon la priorité ou selon les dépenses fixes et variables. Les dépenses fixes sont le loyer, les services, le transport. Les dépenses variables sont les repas au restaurant, les divertissements, les voyages, les cadeaux, etc. Ce type d'enregistrement peut être effectué à l'aide d'applications telles qu'Excel ou des applications mobiles ou même sur une feuille de papier. Lorsque vous aurez fini d'écrire toutes vos dépenses et vos revenus, vous verrez facilement ce qui reste. Vous pouvez interpréter vos résultats de cette manière pour connaître votre situation actuelle. Revenus supérieurs aux dépenses, en incluant l'épargne, bien. Revenus égaux aux dépenses, vous devez ajuster certaines choses. Revenus inférieurs aux dépenses, agissez maintenant pour contrôler la situation. La situation la plus courante est que vous devez réduire vos dépenses. La question est de savoir ce qu'il faut réduire. L'auteur propose de passer en revue plusieurs catégories, mais je pense personnellement qu'il vaut mieux se concentrer sur quelques gros postes de dépenses comme le loyer, les restaurants, les crédits, les téléphones portables, les abonnements, etc. Chapitre 4. Le fonds d'urgence. Une fois que votre capacité à épargner s'est améliorée, vous commencez votre chemin dans le processus de réhabilitation financière. Mais vous devez d'abord faire quelque chose de très important, créer un fonds d'urgence. Penser à la possibilité que quelque chose d'imprévu puisse se produire, c'est être réaliste et pour faire face à de telles situations, l'idéal est de créer un fonds d'urgence. Le fonds d'urgence n'est pas une tirelire où vous pouvez retirer de l'argent quand vous le souhaitez. C'est de l'argent exclusif pour les problèmes. Voici les étapes et les questions que vous pouvez utiliser pour créer votre fonds d'urgence. 1. Combien avez-vous dépensé pour votre dernière urgence? Disons $100. 2. Combien pensez-vous que coûterait l'urgence la plus coûteuse que vous pourriez avoir? À titre d'exemple, disons que c'est $2000. 3. Combien avez-vous économisé pour les urgences? Supposons que vous ayez économisé $200. 4. Trouvez la moyenne entre les réponses aux questions 2 et 3, c'est à peu près ce dont vous pourriez avoir besoin. C'est-à-dire que si vous additionnez ce que vous pensez que l'urgence la plus coûteuse vous coûterait, 2000, plus ce que vous avez économisé, $200, et divisez le tout par 2. Le résultat est $1100. 5. Maintenant, prenez le résultat et soustrayez ce que vous avez économisé. On obtient $1100 moins $200, le résultat est $900. 6. Prévoyez le montant dont vous aurez besoin par mois pour atteindre le point 5 en un an. Cela signifie que vous avez maintenant une idée de la somme dont vous avez besoin pour créer votre fonds d'urgence, $900. Chapitre 5. Une utilisation judicieuse du crédit. Certaines personnes accusent les banques de tout. Elles veulent juste nous endetter, ce sont des escrocs, le taux d'intérêt est trop élevé. Il est vrai que le crédit est cher, mais les banques ne vous obligent pas à emprunter. C'est vous qui décidez de nourrir le consumérisme par une utilisation irresponsable de la dette. Un prêt bancaire n'est pas un supplément d'argent ou un cadeau. Le crédit sert à vous donner plus de flexibilité pour payer ce que vous achetez. Les experts en finances personnelles recommandent que vos dettes ne dépassent pas 30% de votre salaire. Si vous dépassez cette limite, vous risquez de vous noyer dans un cycle sans fin de dettes et d'intérêts. Un crédit n'est pas un piège, c'est un bon outil si vous l'utilisez avec planification. En plus de son utilisation intelligente et responsable, il vous aidera à améliorer votre historique de crédit. Comment choisir la meilleure carte de crédit? L'auteur recommande de prendre en compte certains facteurs tels que le taux d'intérêt, c'est le prix du crédit et il est variable en fonction de la banque et du type de carte de crédit qu'elle vous propose. Les commissions, certaines banques vous exonèrent de commissions si vous avez plus d'un produit financier chez elles, mais vous devez regarder et évaluer tous les frais liés à l'utilisation de vos produits bancaires. Assurance, certaines banques et cartes dans certains pays offrent différents types de protection. Par exemple, une assurance contre la fraude, assurance shopping avec laquelle elle prolonge la garantie des appareils électriques et électroniques, protection des paiements, assurance accident de voyage,
options de remboursement, etc. Voici encore quelques recommandations pour l'utilisation des cartes de crédit. Soyez ponctuel dans vos paiements. De cette façon, la banque vous offrira de meilleures options en améliorant votre historique de crédit. Évitez d'acheter si vous savez que de grosses périodes de dépenses sont à venir. Utilisez le crédit sur des produits dont la durée d'utilisation est supérieure au mois que vous devez payer. Ainsi, vous ne paierez pas pour quelque chose qui n'existe plus. Ne faites pas d'achats qui dépassent 30% de vos revenus. Forcez la banque à baisser ses taux d'intérêt pour vous. Lorsque vous êtes un bon client et que vous payez à temps, la banque vous considère comme un bon client et par conséquent, elle préférera baisser votre taux d'intérêt plutôt que de perdre un client. Il est difficile pour les banques d'obtenir un bon client et elles investissent beaucoup d'argent au marketing pour y parvenir. Cet avantage peut être obtenu simplement en négociant avec la banque au bon moment. Chapitre 6. Investissement. En suivant les recommandations données jusqu'ici, vous serez en mesure de soigner vos finances personnelles et d'augmenter votre épargne. Mais si vous ne parvenez à épargner qu'une certaine somme d'argent, la tâche est incomplète et vous n'aurez fait que la moitié du chemin. Ou pire, vous commencerez à perdre de l'argent. Oui, perdre de l'argent. Épargner et seulement épargner revient à perdre progressivement de l'argent. Comment ? À cause de l'inflation. Tout le monde a entendu ces histoires de parents ou de grands-parents sur les choses qu'ils pouvaient acheter avec très peu d'argent. Aujourd'hui, la même somme d'argent permet d'acheter très peu de choses. L'inflation ronge progressivement vos économies. L'idéal est de faire fructifier votre argent en l'investissant de manière à ce que chaque dollar puisse en rapporter davantage. Pour commencer à investir, la première chose à faire est de réfléchir à vos objectifs financiers. Il y a 2 facteurs principaux qui comptent le plus lorsque vous fixez un objectif. Premièrement, quand vous prévoyez d'utiliser l'argent pour atteindre cet objectif. Deuxièmement, combien vous pouvez risquer cet argent. Par exemple, si votre objectif est de rembourser un prêt en 6 mois, investir votre argent dans une entreprise en démarrage n'est pas la bonne chose à faire. Pourquoi ? Parce que l'entreprise absorbe initialement plus de ressources qu'elle n'en génère, ce qui signifie qu'elle ne sera probablement pas rentable dans 6 mois pour vous rembourser. Et selon le cas, il peut s'agir d'un risque élevé également, car la plupart des nouvelles entreprises échouent. Outre ces 2 facteurs, il existe également 4 variables que vous devez prendre en compte lorsque vous choisissez des instruments d'investissement pour atteindre vos objectifs financiers. 1. La liquidité, la capacité de le convertir en espèces. 2. L'horizon. Quelle est la période idéale pendant laquelle votre argent devrait être investi afin de générer un rendement optimal? 3. Performance, l'historique des résultats, qui, bien qu'il ne soit pas une garantie pour l'avenir, vous donnera une idée. 4. Risque, la possibilité que quelque chose se passe mal, combien vous pouvez perdre. Par exemple, disons que vous avez 3 000 $ et que dans 6 mois, vous devez acheter un billet d'avion qui coûte 1 000 $. Vous voulez également mettre de côté 1 000 $ pour les urgences et les autres 1 000 $ que vous n'utiliserez pas pendant les 3 prochaines années. Pour l'argent que vous mettrez de côté pour les urgences, vous pourriez choisir un instrument financier qui fournit une liquidité quotidienne. Et pour l'argent dont vous aurez besoin dans 6 mois pour acheter le billet d'avion, vous pourriez choisir un fonds à moyen terme qui vous offre la sécurité dont vous avez besoin. Enfin, pour les 1 000 $ dont vous n'aurez pas encore besoin, vous pouvez les utiliser dans un fonds de placement à long terme. Par exemple, en investissant sur le marché boursier ou dans une start-up qui pourrait vous offrir un rendement plus élevé. Pour l'investissement en bourse, l'auteur donne quelques recommandations. Le marché boursier est toujours une option à long terme et avec de l'argent dont vous n'aurez pas besoin dans une période de 3 à 5 ans et dont vous n'aurez même pas besoin en cas d'urgence. Pensez d'abord à votre objectif, puis à l'instrument financier. Si vous avez besoin de l'argent rapidement, la bourse n'est pas la bonne option. N'investissez pas en bourse l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de risquer. Diversifiez vos investissements. Ne risquez pas tout ce que vous avez dans votre portefeuille. Chapitre 7. La retraite. Dans ce chapitre, l'auteur vous recommande de commencer à travailler pour votre retraite le plus tôt possible. Car si vous ne prenez pas soin du vieil homme que vous serez demain, qui le fera ?
Certaines personnes pensent qu'elles ont le droit de recevoir de l'argent de l'État lorsqu'elles ne peuvent plus travailler. Mais bien que dans certains pays, il existe un droit à une retraite payée par l'État, vous ne pouvez pas vous y fier à 100%, car la capacité de l'État à répondre aux besoins des retraités à un moment donné dépendra beaucoup de la situation économique du pays à ce moment-là, de la valeur de la monnaie et de plusieurs autres facteurs. Il sera inutile d'espérer recevoir de l'argent de l'État pour votre retraite lorsque le pays tombe dans une crise inflationniste. L'argent de votre retraite sera comme du sel dans l'eau. Mais ne vous méprenez pas, je ne dis pas que vous devez ignorer complètement les options de retraite payées par le gouvernement. Je dis que vous ne devez pas vous fier à ces options à 100%. Je dis que vous devriez également travailler sur votre retraite par vous-même. S'il existe des options privées de gestion des retraites dans votre pays, ne les rejetez pas non plus. C'est tout pour cette vidéo. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos sur ce sujet, consultez la playlist que vous voyez à l'écran. Merci d'avoir regardé et bonne journée.